De Canal Congo Télévision, c'est un réel plaisir de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro de votre émission Femmes aux multiples facettes. Bonne fête à toutes les femmes qui nous suivez de partout. Bonne fête à vous. Vous savez, le thème de cette année, le thème national de cette année est le leadership féminin d'excellence, société et égalitaire et numérique à l'heure du Covid-19. Je reçois pour vous Madame Marie-Josée Buntsana, qui est présidente du cartel de femmes et secrétaire nationale chargée de l'éducation au sein du mouvement de la libération du Congo, à qui je dis bonjour maman et bonne fête. Merci. Bonne fête à toi aussi en tant que femme. Madame et bonne fête à toutes les femmes qui nous suivent en ce moment et également les femmes membres du cartel des femmes politiques leaders actives ainsi que les femmes du mouvement de libération du Congo. Je les salue. Et je salue également les hommes qui accompagnent les femmes, comme les hommes de CCTV nous accompagnent dans ce combat. Et je salue tous les hommes genrés qui nous accompagnent de partout le monde. Bonjour à eux. Et bonne fête également parce que vous accompagnez les femmes. Madame Marie-Josée Buntsana, parlons du 8 mars. 8 mars, le thème national de cette année 2021, leadership féminin d'excellence, société égalitaire, numérique à l'ère du Covid-19. Quels sont vos avis sur ce thème de cette année? Oui, moi je crois que c'est un thème scientifique, mais un thème que nous les femmes devons exploiter tout le long de ce mois pour pouvoir dégager un peu qu'est-ce qui nous reste encore à faire, parce que ce que nous avons déjà fait est moindre par rapport à ce qui nous reste à faire. Parce que nous remarquons à chaque 8 mars, on dirait beaucoup de femmes ne connaissent pas réellement le combat que les autres femmes mènent. Et pour elles, c'est une journée de jouissance, c'est une journée où elles se retrouvent, elles mangent, elles prennent la bière, elles se saouent. Et c'est une journée qui est permise à faire des actes contraires au combat que la femme mène. Parce que cette journée, tu sais, c'est une journée que les femmes d'autres cieux avaient décrété. Il y a Madame Clara, que je salue en passant, en 1910, à la conférence des femmes socialistes à Copenhague, c'est elle qui avait proposé qu'on puisse célébrer une journée. Elle n'avait pas parlé du 8 mars, elle avait proposé seulement qu'une journée soit au mois de mars en faveur du combat que les femmes mènent. Parce que cette journée, c'est une journée qui nous rappelle notre combat à nous. Nous revendiquons nos droits, parce qu'avant les femmes n'avaient pas droit au vote, les femmes n'avaient pas droit à un salaire décent, même pour le congé, tout, il fallait se référer au mari, le droit marital, mais maintenant il y a quand même des avancées, même ici dans notre pays. Donc c'est une journée, moi je dis une journée de remise en question, voir un peu qu'est-ce que nous avons déjà fait et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire. Comme en République démocratique du Congo, il y a la Constitution qui nous donne le droit dans son article 14 et que c'est pas à nous les femmes, le pouvoir public également devait nous aider à ce que la parité soit effective. Nous réclamons pas la parité parce que nous voulons la réclamer, mais nous voulons une société égalitaire, comme le dit le thème du mois. Le thème national parle d'une société égalitaire. Une leadership d'excellence et une société égalitaire. La société égalitaire, c'est une société qui respecte les droits des uns et des autres aussi. Donc les femmes sont des humains. Nous naissons égaux, nous naissons tous libres, comme le dit notre Constitution dans son article 11. Donc il n'y a pas des petits hommes, des grands hommes, nous sommes tous égaux, même devant Dieu, même devant les lois du pays, même devant la loi fondamentale qui nous régit, la Constitution. Mais pourquoi dans le traitement il y a la discrimination, il y a des postes réservés uniquement aux hommes et il y a des sous-postes réservés aux femmes? C'est ce que nous revendiquons. C'est ça notre combat, et que toutes les femmes également, les femmes ménagères,
les femmes vendeuses, les femmes chacune dans son domaine doit s'imprégner de ce combat pour qu'ensemble nous puissions aussi, dans notre manière de faire aussi, parce que cela compte également. Nous ne pouvons pas parler de la parité si nous ne sommes pas modèles, si nous ne sommes pas compétentes, si nous n'incarnons pas des valeurs. Donc, tout cela compte pour que réellement nous soyons très efficaces et pour que notre leadership en tant que femmes soit réellement un leadership d'excellence, où quand on trouve une femme, comme le dit la Bible, que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et ce bonheur, c'est ancré en la femme, c'est la parole de Dieu qui le dit. Mais ce bonheur, des fois, nous sous-estimons et nous avons la difficulté de pouvoir transmettre ce bonheur à nos enfants, à notre entourage, dans notre milieu, et nous nous comportons comme tout le monde, mais nous ne sommes pas de tout le monde. Nous sommes des femmes. Les femmes sont des mères. Ce sont des porteuses de vie. Ce sont les femmes qui transmettent la vie. Ce sont des femmes porteuses des valeurs, gardiennes de nos cultures, gardiennes de nos valeurs. Donc nous devons transmettre ces valeurs pour que les hommes croient en nous, pour que les hommes nous fassent confiance et pour que nous puissions réellement jouer ce rôle-là qui nous attend, d'un leadership d'excellence au milieu des hommes et également dans les institutions de la République. Et chacune dans son domaine, au foyer, maman ménagère, maman maraîchère, maman vendeuse, commerçante. Donc chacune dans son domaine doit jouer pleinement ce rôle, parce que c'est ça le combat, c'est ça même la raison de la journée du 8 mars et du mois dédié à la femme, parce que c'est un mois où les femmes doivent réfléchir, voir comment, est-ce que devons-nous changer de stratégie. Nous réclamons la parité, est-ce que la parité est effective, est-ce que dans d'autres pays, est-ce que les femmes votent, est-ce que les femmes, on n'impose plus le mariage prématuré à nos jeunes filles, est-ce que toutes les filles vont à l'école. Donc ce sont des choses que nous devons analyser et voir un peu s'il y a des avancées. Ben, c'est bien de célébrer ces avancées, mais sinon le travail continue, et moi je suis contre ces femmes-là. Pour elles, le 8 mars, c'est porter des pagnes. Les pagnes, nous les portons tous les jours. Les pagnes, on les porte tous les jours. Selon notre culture, il y a d'autres qui ne portent pas des pagnes, qui portent des pantalons, selon leur culture également. Mais nous, chaque jour, on s'habille, il n'y a personne qui sort nu dans la rue, donc on s'habille et on ne doit pas fêter réellement cet habit qu'on a porté, parce qu'on a porté un nouveau pagne, un pagne imprimé, et sans pouvoir également aussi lire ce qui est imprimé, parce que le pagne aussi peut être un canal de transmission d'un message. Mais est-ce que ces femmes-là qui achètent des pagnes au marché, est-ce qu'elles lisent ce qui est écrit sur le pagne? C'est quel message qu'on veut transmettre à la femme? Elles ne lisent pas. Pour elles seulement, il y a un nouveau pagne qui est sorti le mois de mars. D'ailleurs, elles le réclament. Et en passant, moi je salue la ministre honoraire Inagozi, qui avait supprimé cette pratique de port des pagnes obligatoires. Non, maintenant les femmes, le mois de mars, c'est un mois où nous devons évaluer ce que nous avons déjà fait et qu'est-ce qu'il nous reste à faire et quel comportement avoir aussi pour que les hommes aient confiance en nous, pour qu'on puisse nous impliquer également dans ce qui se fait. Moi, je crois que c'est le travail qui reste à faire, former les femmes. Et nous, au sein du cartel, le mois de mars, pour nous, c'est un mois où nous avons programmé des formations, des sensibilisations dans les partis politiques. La semaine du 22, nous aurons beaucoup d'activités. Le 19, nous aurons une formation sur l'éthique en politique, parce que nous sommes les femmes politiques et nous devons savoir comment nous comporter en tant que politique. Et il y a la sensibilisation par rapport au thème du mois, le thème national, mais nous devons aller vers ces femmes-là qui ne connaissent pas
ce que c'est le mois de la femme et la journée du 8 mars, pour les sensibiliser, pour que toutes les femmes s'imprègnent de ce thème et pouvoir travailler par rapport au thème programmé pour que l'année prochaine nous puissions évaluer s'il y a l'impact sur ce qui a été dit. S'il faut évaluer le thème de l'année passée, vous pouvez l'évaluer comment? L'évaluer, moi je crois que nous tâtonnons, nous traînons les pas parce qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas encore. Les femmes qui comprennent sont moindres par rapport à celles qui ne comprennent pas. C'est pour cela, moi j'encourage les femmes à continuer ce combat, pas seulement dans nos bureaux, descendre sur terrain, aller vers ces femmes-là et pouvoir communiquer avec elles, pas en français, en lingala, soit en kikongo, à nos langues nationales, pour que toutes les femmes comprennent de la même manière, la même façon, et pour que nous puissions vraiment changer aussi notre façon de faire, et pour que la parité que nous espérons soit réellement parité partout dans chaque domaine, pas seulement dans les institutions publiques, mais également dans chaque domaine, et que les hommes puissent croire à ce combat que nous menons. Les hommes puissent croire au combat que les femmes sont en train de mener. Parlons du gouvernement Sama Lukonde. Est-ce que le gouvernement de Sama Lukonde va-t-il respecter le 30% pour la représentation de femmes au gouvernement de l'Union sacrée? Oui, je salue le président de la République qui nous soutient. Le président, vraiment, c'est un fils de maman. Le président, il connaît ce combat. Et je salue parce que le président a mis l'accent sur les 30%. Nous allons mollo, nous lui faisons confiance parce que la Constitution parle des 50%, mais si le président nous parle des 30%, nous lui disons merci, mieux vaut ça que rien. Et nous croyons que le Premier ministre, dans la composition du gouvernement, il va imposer les 30% dans chaque liste que les politiques vont lui présenter. Il faut que dans chaque liste qu'il y ait 30% des femmes et que les 30% des femmes se retrouvent dans le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde, qui est également le fils, notre fils, le fils de toutes les mamans, et nous croyons que lui va nous appuyer et va nous accompagner dans ce combat. Et également les femmes, nous n'allons pas décevoir parce que nous sommes porteuses des valeurs. Nous allons prouver nos compétences parce que les femmes sont très compétentes, seulement parce qu'il y a la discrimination qu'on les néglige. Et au sein des partis politiques, il y a des femmes. C'est pour cela que nous demandons également aux chefs des partis politiques de pouvoir considérer les 30% proposés par les présidents, qu'il n'y ait pas seulement les hommes, les mêmes hommes, et ceux-là qui auront un poste ministériel, moi je les encourage d'envoyer cette fois-ci les femmes. Parce que qu'est-ce que nous remarquons? Quand il y a un poste attribué à telle composante, au lieu qu'on envoie une femme, c'est le chef des partis politiques qui va aller comme ministre. Et toujours c'est la même personne. Mais cette fois-ci, nous leur demandons que si on vous attribue un poste, il faut privilégier la femme. Et nous croyons que le développement de la République démocratique du Congo, ce sont les femmes. Et sans la femme, le développement ne sera qu'une utopie. Il faut vraiment qu'il y ait l'implication des femmes, parce que quand les femmes travaillent pour l'intérêt général. La femme travaille avec son cœur et avec son intelligence. Et nous voulons que les femmes puissent être nombreuses dans chaque département. Mais je crois qu'il y a les hommes qui me diront, ils vont me donner des exemples de quelques femmes qui ont failli. Mais là, ce sont des exceptions. La règle générale est que la femme, c'est vraiment une bonne gestionnaire. C'est d'ailleurs, eux-mêmes disent, éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Pourquoi? Parce que la femme a des choses à transmettre aux hommes et à leurs filles et à leurs garçons. Nous avons quelque chose en nous. Nous avons des valeurs que nous pouvons transmettre pour rebâtir notre nation, pour la reconstruction de notre pays et accompagner notre président pour que son quinquennat soit vraiment un quinquennat qui va impacter la nation et qui va apporter beaucoup la réponse à ce que les Congolais attendent, beaucoup de réponses à ce que les Congolais attendent.
Parlons des élections 2023. Déjà, la SAMCO réclame les élections qui doivent se faire en 2023. Est-ce que c'est pas très tôt pour réclamer les élections? Non, pas du tout. Pas du tout. La SAMCO n'a pas réclamé. La SAMCO a rappelé. La SAMCO a rappelé. La SAMCO est composée des pères de l'Église. Et les pères de l'Église, eux, ils font leur mission. Ils ont leur mission de paître les troupeaux. Ils ont leur mission d'éveiller à ce que les choses marchent normalement dans l'intérêt général. Moi, je crois qu'il est de leur devoir parce que maintenant, c'est 2 ans depuis que le président Félix est là, mais dans les budgets passés, on n'a pas vu une rubrique réservée à l'argent alloué pour les élections prochaines. Donc, les prêtres n'ont fait que rappeler les gouvernants que 2023, c'est une année électorale, mais c'est une année qui ne doit pas se préparer la veille des élections. C'est une année qui devrait déjà se préparer le lendemain de la prestation du serment du président de la République. Donc, on devrait déjà commencer à préparer les prochaines élections. C'est pas la même année qu'on prépare les élections, mais parce qu'on a remarqué jusque-là, il y a les propositions des réformes sur la loi organique de la CENI, sur la loi du fonctionnement de la CENI, et jusque-là, on avait bloqué, il n'y a rien qui était fait, mais nous croyons qu'à l'entrée parlementaire de ce mois de mars, nos parlementaires vont s'atteler à ça pour qu'on ait un bureau de la CENI qui peut organiser les choses, la révision du fichier électoral. Tout cela demande de moyens et demande aussi un peu de temps. Et nous entendons nos amis de l'autre côté de l'UDPS qui parlent donc avant l'identification, oui, l'identification de la population, là c'est bien, mais ça doit commencer aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on attende 2022 pour commencer cela. C'est bien pour que nous ayons aussi nos cartes d'identité, mais cela doit commencer aujourd'hui. Déjà, on doit réfléchir comment recenser, comment identifier qui est congolais et qui ne l'est pas. Ça doit se faire maintenant. Mais cela ne va pas nous empêcher parce qu'on peut même, au-delà des élections, continuer ce travail d'identifier les nationaux. Donc, ça ne peut pas nous bloquer pour qu'on n'ait pas les élections en 2023. Et moi, je crois au président Félix Antoine Tshisekedi. Lui, c'est un fils, pas le fils de n'importe qui, le fils du père de la démocratie. Donc, lui, il ne va pas trahir la mémoire de son père. Et en 2023, quoi que les autres disent, nous, on ne les suit pas. Nous suivons ce que le président de la République dit. Et lui, je ne crois pas qu'il va violer la pensée de son père. Et lui, il va aider à ce que le pays décolle sur des nouvelles bases pour qu'on ait réellement une vraie démocratie et pour qu'il y ait les élections en 2023. Nous croyons en lui et nous lui faisons confiance. S'il faut parler du réclamation des évêques pour les élections en 2023, est-ce que monsieur Félix Tshisekedi a-t-il l'intention de boycotter les élections? Non, pas du tout, parce qu'il ne l'a pas dit. Il ne l'a pas dit. D'ailleurs, on a suivi quand les turbulents qui étaient dans sa communication avaient communiqué, et après il y avait les gens qui ont contredit, qui ont dit que cela ne venait pas de la présidence de la République, c'était leur pensée, et on les a limogés également, ils sont plus là, je crois. Donc ça veut dire que le président n'est pas pour ça. Le président, c'est un fils du pays. Il est né ici au Congo, il a grandi ici, on connaît ses parents, on connaît ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. Donc lui, je ne crois pas qu'il va laisser son pays avoir des tensions, qu'il y ait des morts, parce que s'il n'y a pas des élections, cela suppose que d'autres personnes vont sortir, il y aura
et la police qui ne va pas laisser les gens sortir, il y aura des troubles, mais cela ne va pas lui profiter parce que des personnes qu'on va tuer, ce sont ses frères, ce sont ses cousins, ce sont ses mamans, ce sont ses sœurs. Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai confiance au président de la République que lui, vraiment, il va tout faire pour qu'on ait des bonnes élections, qu'on ait vraiment des bonnes élections en 2023. Maman Marie-Josée Bounsana, s'il faut parler du Sénat, aujourd'hui, Samy Badibanga a démissionné de son poste. Et qu'est-ce qui se cache derrière cette démission? Ben, la démission ne commence pas seulement par Samy Badibanga. Moi, je ne vois pas pourquoi les... Mais il a fait en retard. Ben, même s'il a fait en retard, on dit mieux vaut tard que jamais. Oui, l'erreur est humaine, mais quand on persiste dans l'erreur, ça devient diabolique. Donc, quelqu'un peut commettre des erreurs et après, il se ressaisit, il dit, mais je le fais maintenant. Peut-être lui a préféré le faire après, au lieu de le faire en amont. Moi, je ne sais pas, mais ses motivations, c'est à lui de nous le dire. Jusque-là, il n'a dit mot. Donc, il a seulement démissionné. Nous attendons. Est-ce qu'on lui a demandé de démissionner pour d'autres charges? Je ne sais pas. Est-ce que lui-même a démissionné parce qu'il a d'autres ambitions? Nous ne savons pas. Ou bien seulement il a démissionné parce qu'il y a beaucoup qui critiquaient pourquoi lui était toujours là, les autres étaient déchus. Nous ne savons pas, mais l'avenir nous dira. L'avenir nous dira pourquoi il avait démissionné, mais aujourd'hui nous ne pouvons pas le dire parce que nous ne sommes pas dans sa pensée. Parlons de la justice. Monsieur Caleb Moutung refuse de se présenter à la justice. Qui sont vos avis? Ben moi je suis vraiment, c'est triste s'il y a encore des Congolais qui rêvent encore, parce que moi je crois qu'il est en train de rêver, il croit qu'on est en 2016, en 2015, où eux cherchaient à ce qu'on puisse accorder en l'ancien président, le sénateur à vie, qu'on puisse lui accorder. C'est la démarche que M. Caleb faisait dans les partis politiques pour tenter à ce qu'on accorde au président honoraire 3 ans, parce que le président honoraire n'était pas prêt pour les élections, n'était pas prêt de quitter ce fauteuil. C'est le travail qu'il lui avait fait en tant qu'administrateur de l'ANER. Mais maintenant, moi, je me pose la question. Il avait fait en tant que administrateur de l'ANER, il avait fait en tant que politique, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, on a vu comment lui, il était dans la marche que le parti du président, du sénateur à vie avait organisé. Lui, il était dedans. En principe, lui, il ne devrait pas se retrouver dedans, mais se retrouver dedans, et cela nous a fait croire qu'il n'était pas indépendant. Lui, il dépendait de son parti politique. Mais aujourd'hui, il y a un autre système qui s'installe. Petit à petit, l'état de droit, je ne dirais pas que c'est déjà réussi, mais petit à petit, c'est un processus, et nous croyons à ce processus qui demande aussi la volonté des magistrats, la volonté. Le président de la République a déjà exprimé sa volonté de restaurer l'état de droit, parce que c'est la justice qui élève la nation. Lui, en tant que chrétien, le connaît. C'est pour cela qu'il travaille pour qu'on ait réellement une vraie justice dans notre pays avant de prétendre à un quelconque développement, parce que sans la justice, eh bien, tout n'est que leurre, tout n'est que utopie, tout n'est que rêve. Mais lui, il connaît la loi. Il connaît ce que dit la Constitution dans son article 12, que tous nous sommes égaux devant la loi, et si vous êtes interpellés, la moindre chose, rien que par la probité morale, il faut répondre, il faut se présenter et répondre. On ne vous dit pas que vous êtes d'emblée condamné si on vous convoque. Il faut aller répondre, et après, on vous dira si vous avez tort ou vous avez raison. Est-ce qu'il y a des amendes à payer? Est-ce qu'on doit vous maintenir là-bas ou bien on doit vous relâcher? Mais quand vous ne voulez pas répondre, cela risque aussi de compliquer le processus. On risque de venir vous chercher manu militari. Qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là?
vous serez humilié devant vos enfants, devant les membres de votre famille qui vous accompagnent. Donc, c'est pas bon. Moi, je lui demande de répondre seulement. C'est pas la fin du monde. Qu'il aille répondre si on lui reconnaît coupable, mais c'est à la justice de faire son travail. Mais nous sommes tous égaux devant la loi. Il n'y a pas de super-hommes. On est tous des Congolais et la loi est là. La loi est là pour tout le monde. La loi est là pour tout le monde. Un mot sur le procès, sur la gratuité de l'enseignement aux prisons centrales de Makala. Oui, ben, tu sais, l'autre fois, moi, je n'ai cessé de le dire parce que je suis secrétaire national en charge de l'éducation au sein de mon parti, le mouvement de libération du Congo. Et tout ce qui concerne l'éducation, moi, je suis et je veille. Je suis vraiment très regardant quand il s'agit de l'éducation parce que nous, on a été bien éduqués. On a été bien éduqués, mais ce que nous voyons aujourd'hui, comment les politiques ont sacrifié l'éducation, comment ils ont détruit l'éducation, comme avait proposé le conseiller de l'empereur chinois qui avait demandé à son maître, écoute, si tu veux détruire une nation qui nous dérange, ou bébé, faut pas les détruire avec les armes. Donc, il faut commencer par détruire son éducation et après accentuer, généraliser la corruption et revenir 20 ans après, vous verrez comment ces gens-là vous seront soumis. Donc, c'est ce qui a été fait, c'est ce que les autres avaient suivi, de commencer à détruire l'éducation. Malheureusement, il y a les fils du pays aussi qui ont joué ce rôle de détruire notre éducation. Et maintenant qu'il y a l'IGF qui fait son travail, mais moi je les félicite, je les encourage, je les salue, parce qu'on ne peut pas hypothéquer l'éducation, parce qu'on veut se faire de l'argent, on veut rouler carrosse, on veut construire des buildings, et des buildings qui nous amènent nulle part, parce que si aujourd'hui tu meurs, on ne va pas t'enterrer avec tes buildings, tout n'est que vanité. Aujourd'hui, ces buildings que nous voyons, peut-être nous envions, il faut que j'ai ce genre de building, j'ai ce genre de maison, mais 20 ans après, même si vous n'êtes pas mort, vous êtes encore en vie, vous verrez que c'est démodé ça, ce style est démodé. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas sacrifier la vie de tout le monde pour ses intérêts égoïstes. Et nous demandons aux juges de faire leur travail. Et moi, ce qui m'inquiète, pourquoi on n'a pas, pourquoi le ministre est mis à côté comme si c'était un innocent, comme si quelqu'un qui n'était pas au courant de ce qui se faisait, mais c'est lui le ministre de tutelle. Et comment il ne peut pas savoir quand les autres pillent l'argent, quand le travail qui devrait être fait n'a pas été fait, mais lui devrait être au courant. Lui aussi, il devrait passer à la barre, mais pourquoi lui, il est comme un témoin, comme quelqu'un mis à l'écart? Pourquoi c'est de l'injustice aussi? Et nous allons continuer à décrier cela, parce que la justice ne doit pas être une justice à double vitesse, une justice pour les faibles, un autre traitement pour les faibles, un autre traitement pour les forts. Non, la justice doit être égale pour tout le monde. Et c'est pour cela que nous interpellons les magistrats à ouvrir l'œil le bon, parce que nous ne comprenons pas comment le ministre, donc le ministre, lui, dans tout ça, il n'a rien fait, il est innocent, il ne connaît pas. Non, c'est pas correct, c'est pas juste. Mais d'abord, on doit le juger pour qu'après, qu'on puisse voir réellement s'il est innocent ou pas. Mais pourquoi lui mettre à l'écart? C'est vraiment compliqué, c'est dommage, mais nous continuons à dénoncer. Madame Marie-Josée Bountsana, vous êtes pour ou contre la vaccination du Covid-19? La vaccination, on a dit qu'elle n'était pas obligatoire. Comment être pour ou contre quelque chose qui n'est pas obligatoire? C'est pas obligatoire. Si peut-être ils avaient dit que c'était obligatoire, là j'allais voir si j'allais m'aligner du côté des contre ou bien du côté des pour. Mais puisqu'on nous dit que ce n'est pas obligatoire, et donc si ce n'est pas obligatoire, ça dépend d'une personne à l'autre, ça dépend de la personne. Mais moi, ce qui m'inquiète aussi, la vitesse à laquelle déjà on a trouvé ce vaccin, parce qu'il y a le vaccin du sida, jusque-là, il y a combien de morts, ça fait combien d'années qu'on y travaille? Jusque-là, on n'a pas encore trouvé un vaccin contre le sida ni contre la choléra ici.
mais seulement, brusquement, brutalement, il y a le vaccin contre la Covid-19. Ben, heureusement qu'eux-mêmes disent que ce n'est pas obligatoire, ça dépend d'une personne, la personne qui veut prendre son vaccin, ben, c'est à elle de voir, hein. Il y en a qui ne voudront pas le prendre, qui trouveront que ce n'est pas nécessaire, ben ce n'est pas nécessaire, ça dépend de la personne. Moi, je ne peux pas m'aligner ni du côté de pour, ni du côté de contre, parce qu'on a dit que ce n'est pas obligatoire. Et s'il y avait des interdictions? Ben, comme ce n'est pas très contraignante, donc moi je crois qu'à une personne, à voir si elle peut prendre son vaccin, c'est à elle de voir. Parce qu'on dit que ce n'est pas contraignante. Mais pourquoi qu'il y ait encore d'autres exigences en quelque chose qui n'est pas contraignante? Donc on va voyager, la personne qui va voyager, fait peut-être le test et puis elle voyage librement. Et si c'est négatif alors? Si c'est négatif, on interdit même ici. Quand le résultat négatif, c'est que tu n'es pas affecté, tu dois voyager. Mais quand c'est positif, tu ne voyages pas, on te met en quarantaine. Tu dois, si il y a des symptômes de maladie, ben, on te met sous traitement. S'il n'y a pas de symptômes, on te met en isolement, en quarantaine. C'est ce qui se fait maintenant. Et moi, je crois que, et puis les Congolais, ben, il y a l'immunité collective avec nos plantes que nous prenons, tout ce que nous prenons là. Moi, je crois que c'est là aussi. Et nous avons le soleil aussi. On a dit, ben, dans d'autres, si on demande, il faut sortir au soleil, il faut ceci. Bon, vous savez que le masque devient rare aujourd'hui. Nous avons le soleil gratuit. Les Congolais se sont immunisés collectivement. Nous ne savons pas pourquoi. Ça dépend aussi de notre régime alimentaire. Peut-être les plantes que nous prenons régulièrement chez nous, ce sont des plantes anti-corona. Mais oui, mais moi, je n'encourage pas. Il faut quand même respecter les gestes barrières. Parce que les scientifiques nous ont demandé, des personnes qui y travaillent, ils nous ont demandé de respecter les gestes barrières, de porter nos masques aussi. Et cela nous protège. Ça nous protège peut-être parce que nous avions suivi les règles des gestes barrières. Peut-être c'est pour cela qu'on n'a pas été très affectés, mais continuons à cela, respectons la distanciation et respectons aussi le port des masques, de laver nos mains, de les désinfecter. Nous devons continuer, même si on nous dit que le vaccin est là, parce que nous ne savons pas le vaccin à une durée de combien. Nous allons voir peut-être les premières personnes qui seront vaccinées, peut-être le professeur Mouyembe sera la première personne à être vaccinée avec son équipe. Cela nous permettra aussi un temps d'observer les réactions de ce vaccin et être aussi rassurés si réellement ils se sont fait vacciner ce vaccin ou bien c'était le vaccin de la tuberculose aussi, parce qu'on peut inviter la caméra, viens me vacciner, mais on met le vaccin de tuberculose, ça devient aussi très compliqué. Donc nous croyons que les personnes qui se feront vraiment vacciner, on doit voir le produit et ces personnes doivent être identifiées pour que les autres observent, pour qu'après les autres décident aussi de se faire vacciner. Mais comme on dit que ce n'est pas obligatoire, ben ce n'est pas obligatoire. Bon, Marie-Josée Bounzana, nous chutons vers la fin de cette émission. Un conseil pour les femmes. Vous êtes présidente du cartel de femmes leaders politiques. Un conseil pour les femmes, parce que le 8 mars, on a tout vu. On a vu les bouteilles de bière sur les tables. C'était inondé, les avenues, avec toutes les femmes, avec les ports d'épargne et tout ça. Et c'était déplorable. Un conseil à toutes ces femmes-là, qui prennent à la légère ce mois et la journée qui est dédiée à la femme. Oui, moi je déplore ce comportement parce que la femme, au lieu de fêter, la femme devrait pleurer, surtout la femme en République démocratique du Congo. Devrait pleurer. Pleurer pourquoi? Parce que les conditions de vie de nos enfants, nous avons les enfants qui sont dans la rue parce qu'il n'y a pas à manger, parce que les parents n'arrivent pas à nourrir leurs enfants, les parents n'arrivent pas à payer la scolarité, quoi qu'on a dit que la scolarité était gratuite, mais il y a des enfants qui sont dans la rue, qui doivent réintégrer le toit familial. Il y a des enfants qui sont des koulouna, qui sont dans nos maisons, mais que nous, les parents, nous avons autorisé que ces enfants deviennent les koulouneurs, deviennent des voleurs,
et parce que nous, on n'a pas donné l'éducation qu'il fallait à nos enfants, parce qu'on dit qu'il faut apprendre aux enfants la bonne éducation quand l'enfant est encore petit, pour qu'en grandissant, même s'il y a l'influence du milieu, que l'enfant garde cette éducation pour sa conduite aussi, son comportement dans la société. Et nous, les femmes, nous sommes éducatrices. Nous avons failli à notre éducation. Pourquoi fêter quand on a failli à l'éducation, quand on a des enfants koulouna, quand on a des enfants bandits, quand on a des enfants prostituées et qui se vantent de ça, quand on a des enfants, des filles et des garçons qui prennent des drogues, et pourquoi fêter? Non, cela devrait nous interpeller. Au lieu de fêter, on devrait quand même faire l'autocritique de nous-mêmes et voir comment faire, qu'est-ce que nous devons faire pour récupérer nos enfants qui sont dans la rue, qu'est-ce que nous devons faire pour sensibiliser les autres femmes aussi, parce qu'il y a d'autres qui ignorent ce rôle-là d'éducatrice, qui ignorent, qui ne jouent pas pleinement leur rôle de mère à côté de leur mari dans leur maison. Il y a des femmes qui ne jouent pas pleinement ce rôle. Donc ce mois ici, c'est un mois qui devrait nous interpeller. C'est un mois de remise en question. C'est un mois d'éduquer les autres femmes aussi, de plus les sensibiliser pour que les femmes puissent prendre leurs responsabilités et essayer de faire les choses autrement. Et il y a les renforcements des capacités aussi. Bientôt, le gouvernement sera mis en place. Le président nous a parlé de 30% des femmes. Il ne faut pas que les chefs des partis politiques viennent nous dire que les femmes ne sont pas là. Parce qu'on a toujours entendu les chefs des partis politiques dire où sont les femmes. Et nous voulons qu'on ait des femmes compétentes, des femmes qui ne vont pas aller travailler pour leur ventre, pour leur famille, mais des femmes qui vont réellement travailler pour le développement de ce pays, pour que nous puissions léguer quand même un héritage consistant aux générations futures. Nous voulons des femmes qui vont aller travailler, non pas pour leurs composantes, mais pour la nation, pour la République, parce que nous, en tant que mères, nous devons éduquer. On éduque par les paroles, on éduque par les comportements, on éduque aussi par la façon de faire. Et tout cela, notre comportement, notre façon de faire, notre habillement, c'est aussi une éducation. Et nous, en communication, on dit tout est communication. Donc, même la posture, c'est une communication, même le silence, c'est une communication. Et j'interpelle toutes les femmes, comme on est encore au milieu du mois, recadrons quand même notre façon de voir le mois de la femme. Essayons de corriger les erreurs pour pouvoir faire des choses autrement et essayer de récupérer nos enfants pour que le Congo aille de l'avant, parce que nous espérons, nous croyons aux défis qui nous attendent d'ici 2030. On va nous évaluer par rapport au développement durable dans tous les aspects et nous devons vraiment nous impliquer, nous devons vraiment être très actifs pour que nous puissions réussir, nous, avec les hommes, parce que nous ne pouvons pas constituer, nous ne pouvons pas créer une société discriminatoire. Donc les hommes et les femmes, mettons-nous ensemble pour reconstruire le Congo. Madame Marie-Josée Bountsana, un petit mot de la fin pour finir cette émission d'aujourd'hui. Le mot de la fin, je continue à encourager les femmes, j'interpelle surtout les jeunes filles à prendre leurs responsabilités, parce que on dit la jeunesse c'est l'avenir du Congo. Les filles étudier, et les femmes aussi, il n'y a pas l'âge pour les études. Il y a même si tu as 60 ans, 70 ans, tu peux étudier, tu peux renforcer tes capacités afin que tu sois utile, apporter tant soit peu ce que tu peux selon ton domaine, dans ce que tu fais. Donc j'encourage les femmes à ce que nous puissions être très efficaces, être réellement éducatrices de la population, de nos familles et de la nation, être des femmes modèles. Et bon mois de mars pour les femmes. Et également le mois de mars, c'est mon mois. Je suis née le 9 mars. J'avais fêté mon anniversaire. Je bénis le Seigneur parce que tout nous vient de lui. Que le Seigneur soit glorifié pour les années qu'il m'a accordées jusque-là. Et je crois aussi il y a d'autres années qui nous attendent pour que nous puissions relever les défis dans notre pays.
Joyeux anniversaire déjà. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission Femmes aux multiples facettes. Nous remercions l'équipe technique Mouroun Djambé et Alain. Et on se revoit à très vite. Merci beaucoup. Merci.